L'histoire commence avec le fracas de la porte du fumoir qui vole en éclats. Le contremaître Feisch, un homme bâti de cartilage et de sinistre devoir, fit irruption, le visage tordu par la fureur, s'attendant à traîner une femme provocante à sa punition. La caméra passe derrière lui pour pénétrer dans le petit intérieur sombre. Au lieu d'une fugitive capturée, il y a une quiétude étrange. L'air était froid, épais de l'odeur de braise morte et de quelque chose d'autre. Quelque chose de sauvage et de terreux comme l'ozone après un coup de foudre. Le foyer au centre était rempli de cendres grises et froides. Le seul signe de vie était une spirale parfaite d'empreintes de pas dans le sol en terre battue, encerclant les cendres, s'estompant à chaque rotation jusqu'à ce qu'elle s'arrête simplement, se terminant sur une parcelle de terre brûlée d'un noir anormal. Le contremaître regardait, son esprit refusant de comprendre ce que ses yeux voyaient. La porte avait été barrée de l'intérieur. Pourtant, la femme était partie. C'était impossible. Un jeu de lumière, un pacte avec le diable. Il ne savait pas que ce moment n'était pas une fin, musique mais un début. Il ne savait pas que l'histoire de Ruth Ellis était sur le point de devenir une légende murmurée dans l'obscurité, une étincelle d'espoir au cœur de la servitude, un mystère qui résonnerait pendant des générations. Mais alors que le soleil du matin projetait une longue ombre à travers la porte brisée, une question flottait dans l'air, plus froide que les cendres sur le sol. Comment une personne peut-elle simplement disparaître d'une pièce verrouillée? Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour égayer ma journée et faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Le jour avant la disparition était un creuset forgé dans la chaleur et l'humidité oppressante d'un été de Virginie sur la plantation Wallace. L'air était une couverture lourde et humide dont on ne pouvait se défaire. Épais du bourdonnement des cigales et du parfum doux et écœurant des fleurs de magnolia se mêlant à l'odeur aigre de la sueur et du labeur. Le soleil tapait avec une malveillance personnelle, décolorant le ciel en un bleu pâle et brumeux et transformant les chemins d'argile rouge en rubans de chaleur chatoyants. C'était le monde de Ruth Ellis. Mais elle s'y déplaçait comme si elle appartenait à un autre. Elle n'était pas une simple ouvrière agricole. Bien que ses paumes fussent sillonnées des durcales d'une vie passée à trimer sous ce même soleil impitoyable, il y avait une intelligence calme et perçante dans ses yeux sombres, une grâce délibérée dans ses mouvements qui démentaient sa condition de propriété. Alors que d'autres s'affaissaient sous le poids de la chaleur, leurs mouvements lents et las, ceux de Ruth étaient économiques et précis, sa posture conservant une dignité que le monde qui l'entourait était conçu pour lui ôter. Nous la voyions dans la mince bande d'ombre derrière la rangée de cabanes d'esclaves, un espace qui offrait un bref répit au regard du contremaître. Son jeune frère, Jacob, un garçon d'environ 10 ans aux yeux larges et curieux et au visage perpétuellement barbouillé, était assis devant elle. Il était son ombre, sa charge, le seul morceau de son cœur qui vivait en dehors de son propre corps. Dans sa main, elle tenait un morceau de charbon de bois jeté, au bord tranchant. Dans la terre tassée, elle dessina soigneusement une lettre. Un A, parfait et net. Ah, celui-ci sonne comme le début d'un soupir, murmura-t-elle. Sa voix était un murmure bas et doux qui se perdait dans le bourdonnement omniprésent de la plantation. Et ça, dessina-t-elle une abeille, c'est comme le bourdonnement de l'abeille qui veut la fleur. Jacob regardait, le front plissé de concentration, son petit doigt traçant les formes dans l'air. C'était leur secret le plus dangereux. Une éducation volée dans un endroit où la connaissance pour un esclave était une marque de rébellion punissable par le fouet. Ses mains, qui pouvaient cueillir le coton jusqu'au sang, pouvaient aussi former la délicate architecture des lettres, construisant pour Jacob un monde qui existait au-delà des limites de leur servitude. Ses yeux, vifs et observateurs, ne manquaient rien du plus léger changement d'humeur du contremaître à la façon dont un nuage d'orage se formait à l'horizon. La source de la terreur immédiate de Ruth, un effroi qui se serrait dans son estomac chaque fois qu'il était proche, fut introduite sous la forme d'Elias Wallace, le fils du propriétaire de la plantation. C'était un homme dont la cruauté n'avait d'égal que son sentiment de légitimité. Son visage était perpétuellement rougi par la boisson et l'arrogance. Il accula Ruth près du puits alors qu'elle puisait de l'eau pour le repas du soir. L'air autour de lui sentait le whisky et le tabac rassis. « Tu m'as évité, Ruth ?» dit-il. Sa voix était un entraînement qui se voulait charmant mais n'était que menaçant. Il s'approcha, envahissant son espace, ses yeux la parcourant d'une faim possessive. « Une jolie chose comme toi ne devrait pas être si timide. » Sa main s'avança, avec l'intention de lui caresser le bras, mais elle se retira d'un mouvement rapide et sec. Ce n'était pas un geste de peur, mais de rejet froid et profond. Une lueur de fureur traversa le visage d'Elias, ses lèvres s'amincissant en un rictus. La dignité tranquille qu'elle portait comme un bouclier l'exaspérait parce que c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas posséder, ne pouvait pas briser. « Tu appartiens à mon père » siffla-t-il, sa voix baissant jusqu'à un murmure venimeux. « Cela signifie que tu m'appartiens. Je t'aurai d'une manière ou d'une autre. Ne l'oublie pas. »
Il se retourna et s'éloigna d'un pas raide, laissant sa menace flotter dans l'air humide comme un poison. Ruth resta un long moment, les jointures blanches sur la corde du seau, le regard fixé sur son dos qui s'éloignait. Elle ne tremblait pas. Elle ne pleurait pas. Son visage était un masque de calme. Mais à l'intérieur, une résolution froide commençait à se cristalliser. Plus tard, alors que le crépuscule peignait le ciel de nuances de violet meurtri et d'orange doux, elle réconforta un Jacob effrayé. Il avait vu la rencontre au puits de loin, et la peur qu'il ressentait pour sa sœur était une chose palpable. Elle le serra contre elle, lui caressant les cheveux, sa propre peur soigneusement dissimulée. Dans un moment de calme introspection, sa main alla à son cou, ses doigts se refermant sur un petit oiseau en bois lisse qui pendait à un cordon de cuir. Il était usé par le temps et le toucher, sa forme simple un réconfort familier contre sa peau. L'oiseau était un cadeau de son père, un homme amené d'Afrique, un homme dont le visage était maintenant un souvenir qui s'estompait, mais dont les histoires étaient gravées dans son âme. Il avait été vendu alors qu'elle n'était qu'une fillette. Mais pas avant de lui avoir transmis les contes interdits des anciennes traditions, des esprits qui marchaient au crépuscule et des portails qui existaient entre les mondes cachés à la vue de tous. Il lui avait dit que leur vrai nom n'était pas pour le maître, qu'un nom détenait un pouvoir, et qu'une âme, son âme, ne pourrait jamais être vraiment possédée. En serrant l'oiseau, elle pouvait presque entendre sa voix. Un murmure profond et résonnant d'une vie dont elle se souvenait à peine. Une promesse d'une réalité au-delà de celle qu'elle était forcée d'endurer. Le point de basculement arriva ce soir-là. L'air s'était légèrement rafraîchi, mais la nuit était encore épaisse du cœur des grillons et de l'aboiement lointain des chiens. Ruth était assise sur le porche de sa cabane, réparant une déchirure dans la chemise de Jacob, le tiraillement rythmique de l'aiguille un petit mouvement régulier dans un monde qui devenait fou. C'est alors qu'elle entendit les voix venant du sentier, paresseuses et empâtées par la boisson. C'était Elias qui parlait à Feinsch, le contremaître. Elias était plus ivre maintenant, sa colère de l'après-midi attisée en un feu pétulant par l'alcool du soir. « J'ai fini d'attendre, Feinsch, déclara-t-il, sa voix forte et insouciante. Cette fille, Ruth, elle se croit trop bien. Je vais lui montrer. Demain soir, elle emménage dans la maison. Ma maison. Occupe-toi. » Feinsch, un homme dont l'obéissance était aussi ancrée que les rides sur son visage, hocha simplement la tête. Sa réponse fut un grognement bas et rauque d'assentiment. « Oui, maître Elias. » Les mots étaient simples. Un ordre donné et un ordre accepté. Mais pour Ruth, ils étaient une condamnation à mort. La finalité dans la voix d'Elias, la cruauté désinvolte de l'ordre, éteignirent la dernière braise vacillante d'espoir qu'elle avait nourrie pour une vie de tranquille endurance. Ses mains s'immobilisèrent, l'aiguille figée dans le tissu rugueux. Son visage, éclairé par la faible lueur de la lune, devint un masque stoïque, son expression illisible. La décision, qui avait été une forme de pensée abstraite, une prière désespérée, se solidifia maintenant en un plan concret et inébranlable. Son regard dériva des champs sombres, passa devant les autres cabanes et se posa sur la silhouette trapue et sombre du fumoir au bord des bois. C'était un lieu de salaison et de conservation, un lieu de feu et de fumée, un lieu de transformation. Nous la voyions se déplacer à travers le crépuscule, un fantôme dans l'obscurité grandissante. Ses actions n'étaient plus celles d'une esclave vacant à ses tâches du soir. Elles étaient précises, délibérées et remplies d'un but caché. Elle se glissa à la lisière des bois, ses yeux scrutant le sous-bois. Elle rassembla des herbes spécifiques, celles que la vieille Hattie utilisait pour les cataplasmes et les remèdes. Mais Ruth savait qu'elles avaient d'autres usages. Des usages murmurés dans les contes de son père. Elle trouva l'odeur nette et propre des aiguilles de pin, les feuilles argentées de l'armoise et les baies sombres et groupées d'une plante que les autres évitaient. Ses mouvements étaient rapides et silencieux. D'une cachette dans sa cabane, elle sortit une boîte à amadou, son métal froid et solide dans sa main. Sa dernière action fut d'aller voir Jacob. Il dormait déjà sur leur mince paillasse, sa respiration douce et régulière, son visage paisible dans la pénombre. Elle s'agenouilla à côté de lui, son cœur un nœud douloureux et endolori dans sa poitrine. Une seule larme, chaude et silencieuse, traça un chemin à travers la crasse sur sa joue alors qu'elle se penchait et embrassait son front. Le contact fut aussi léger qu'une aile de papillon. « Sois fort, petit oiseau », murmura-t-elle, sa voix épaisse d'une émotion qu'elle ne pouvait se permettre de montrer. « Souviens-toi des histoires. » L'atmosphère oppressante de la nuit était épaisse du bourdonnement des cigales et du poids d'une peur inexprimée. Le monologue intérieur de Ruth était un courant silencieux et rapide. Pas de plan d'évasion, pas de recherche d'un chemin vers le nord à travers les marécages et les forêts. Elle ne fuyait pas Elias. Elle s'effaçait entièrement de son monde. La peur était une chose froide et dure dans son estomac, une terreur primale de l'inconnu.
Mais elle était éclipsée par une résolution féroce et inébranlable, une détermination aussi solide et réelle que la terre brûlée qu'elle allait bientôt laisser derrière elle. Elle choisissait son propre destin, non pas comme une fugitive, mais comme une âme, reprenant sa liberté de la seule manière qui lui restait. La dernière marche commença juste avant le crépuscule. Dans ce moment liminal où le monde retient son souffle entre la chaleur torride du jour et l'obscurité suffocante de la nuit, la dernière fois que quelqu'un vit Ruth Ellis, elle marchait du tas de bois communal vers le fumoir. Ses bras chargés d'une pile précaire de chênes et de carriers fondus, son expression fut ce qui troubla les quelques personnes qui la virent passer. Ce n'était pas le visage d'une femme se dirigeant vers une punition, ni celui d'une femme résignée à un destin sinistre. Il était serein, presque vide, un lac placide sur une profondeur insondable. Ses yeux semblaient regarder au-delà de l'argile rouge, au-delà des récoltes flétries, au-delà de l'horizon même du monde qu'elle connaissait. Jacob la regarda depuis l'embrasure de leur cabane. Un nœud de pure terreur enfantine se serra dans sa petite poitrine. Le morceau de charbon de bois qu'elle avait utilisé pour sa leçon gisait oublié dans la terre à ses pieds. Il voulait l'appeler, crier son nom, courir s'accrocher à ses jambes et la supplier de ne pas aller là où elle allait. Mais les mots se figèrent dans sa gorge, saisis par l'expression de son visage. C'était un regard d'une finalité si profonde et inébranlable qu'il ressemblait à une barrière physique entre eux. C'était le regard d'une porte qui se fermait doucement. Mais pour toujours, il la vit comme une silhouette se déplaçant dans un rêve, déjà lointaine, appartenant déjà au lieu d'ombre vers lequel elle se dirigeait. Ses pensées étaient un bourdonnement bas et régulier sous la surface de son calme. Une psalmodie de noms et de lieux qu'elle n'avait jamais vus, mais qu'elle connaissait intimement grâce aux histoires murmurées de son père. Elle n'était plus Ruth Ellis, un nom que lui avaient donné les gens qui possédaient son corps. Dans le sanctuaire tranquille de son esprit, elle reprenait un nom qu'elle avait gardé enfoui dans son cœur. Un nom qui avait le goût du sel, du vent et de la liberté. Un nom qui la reliait à une longue lignée de personnes qui n'avaient jamais connu le fouet d'un maître. À chaque pas vers le bâtiment sombre et trapu, l'identité de l'esclave s'effaçait. Et la vraie femme, celle au nom ancien, s'avançait pour rencontrer son destin. À l'intérieur du fumoir, l'air était une présence physique. Il était épais du parfum fantomatique persistant des jambons fumés et des années de fumée de carrier qui s'étaient infiltrés dans le gras même des murs en bois. Un mince filet de lumière mourante filtrait à travers les fissures entre les planches, illuminant des grains de poussière tourbillonnant dans la pénombre. Ruth laissa tomber le bois de chauffage sur le sol, en terre battue avec un bruit sourd et dispersé. Sa première action fut un engagement absolu. Elle se tourna vers la lourde porte en chêne et fit glisser l'énorme barre de bois dans ses supports. Le son du bois raclant en place fut assourdissant dans le silence. Un boom résonnant qui fit écho à la finalité d'un cercueil scellé. Elle était enfermée de sa propre main. Elle n'alluma pas un feu pour se réchauffer ou pour cuisiner, le genre de feu qui appartenait au monde extérieur. Au lieu de cela, elle commença son travail avec le soin méticuleux d'une prêtresse préparant un espace sacré. Elle disposa les morceaux de bois sur le sol, non pas en tas, mais en une spirale parfaite et complexe, partant du centre même de la petite pièce et progressant vers l'extérieur. Chaque pièce était posée avec intention. Le motif grandissait, une galaxie de bois sur le sol en terre. De la petite bourse en tissu grossier qu'elle avait apportée, elle sortit les herbes qu'elle avait cueillies. Elle émietta les feuilles séchées entre ses doigts, libérant leur parfum puissant dans l'atmosphère déjà épaisse. Le parfum net et vif du pain, l'arôme argenté et mystique de l'armoise, et quelque chose d'autre, quelque chose d'âcre et d'étrange qui sentait la terre profonde et la foudre, remplirent le petit espace. Elle saupoudra la poussière parfumée sur le bois en spirale, une offrande aux forces qu'elle s'apprêtait à invoquer. Enfin, ses préparatifs terminés, elle se dirigea vers le centre de la spirale. Elle s'assit, les jambes croisées, le dos droit, une figure d'un aplomb impossible au cœur de l'obscurité enfumée. Elle prit le petit oiseau en bois du cordon de cuir autour de son cou et le posa sur le sol devant elle. Sa forme simple, un témoin silencieux. Fermant les yeux, elle prit une longue et lente inspiration, et le chant commença. Les mots qui sortirent de ses lèvres étaient bas et gutturaux, une langue que personne sur la plantation Wallace n'aurait comprise. C'était la langue de ses ancêtres, une rivière de sons qui avait coulé à travers les générations, attendant ce moment. Les mots parlaient de passage, de se défaire de sa peau comme un serpent, de marcher entre les mondes du visible et de l'invisible. La nuit tomba complètement, drapant la plantation dans une couverture d'obscurité oppressante. Elias, son arrogance alimentée par plusieurs autres verres de whisky, vint chercher la femme qui avait osé le défier. Il titubait dans l'obscurité, son chemin sinueux et incertain, son esprit fixé sur la punition qu'il allait infliger. Il vit le fumoir, un bloc d'un noir plus profond sur la nuit, et qu'il était sombre et silencieux. Une nouvelle vague de rage le submergea. Il frappa du poing la lourde porte. Le son un bruit sourd et charnu. « Ruth »
Je sais que tu es là, cria-t-il, sa voix un bredouillement furieux qui dégoulinait de venin et de suffisance. Ouvre cette porte. Ne me force pas à l'enfoncer, fille. Il n'y eut aucune réponse. Seulement le chant des grillons et le murmure du vent. Ses coups devinrent plus frénétiques, plus violents. Les actions d'un enfant gâté à qui l'on refuse son jouet. Le bruit attira Faish, qui apparut de l'obscurité comme un spectre sinistre. Son visage arborait son masque habituel de désapprobation lasse. « Maître Elias, laissez tomber », dit le contremaître, sa voix un grondement sourd. Elle s'est enfermée. Elle ne peut aller nulle part. Nous nous occuperons dès le matin quand elle aura faim et froid et qu'elle aura eu le temps de réfléchir à sa bêtise. Elias cracha une série de jurons dans la nuit, sa rage se tournant de Ruth vers l'homme qui conseillait la patience. Mais la logique du contremaître, associée à sa propre ivresse, finit par pénétrer sa fureur. Après avoir donné un dernier coup de pied violent à la porte inflexible, un coup de pied qui lui envoya une douleur lancinante dans la jambe, il céda. « Très bien, gronda-t-il. Mais le matin, Faish, le matin, elle est à moi. » Il retourna en titubant vers les lumières lointaines de la maison principale. Ses menaces furent avalées par la vaste nuit indifférente. À l'intérieur, le monde d'Elias et de Faish avait cessé d'exister pour Ruth. Avec la boîte à amadou, elle fit jaillir une étincelle. Les flammes prirent le bois saupoudré d'herbe avec une rapidité anormale. Mais ce n'était pas un feu ordinaire. La fumée ne s'élevait pas en une colonne droite et ordonnée vers le trou de la cheminée noircie par la fumée dans le toit. Elle s'enroulait et se tordait, se déplaçant avec une grasse serpentine, rasant le sol avant de spiraler vers elle. Elle chatoyait d'une étrange luminescence argentée, chaque particule de suie semblant contenir une minuscule étincelle de lumière. La fumée s'accrocha à elle, l'enveloppant dans son étreinte fantomatique, mais elle ne toussa ni ne s'étouffa. Elle remplit ses poumons non pas de fumées âcres, mais d'une énergie propre et électrique. L'air sentait le pain brûlé, les herbes sacrées et l'odeur métallique et vive d'un orage imminent. L'odeur de l'ozone après un coup de foudre. Son chant devint plus fort, les mots anciens s'écoulant d'elle en un torrent rythmique et régulier. Son corps commença à se balancer avec la cadence. Un mouvement doux et hypnotique qui correspondait à la danse de la fumée chatoyante. Le monde extérieur au fumoir, les sons de la rage impuissante d'Elias et du pragmatisme sinistre de Faish, toute la réalité de la plantation à l'as, s'estompèrent en un bourdonnement lointain et sans importance. Il n'y avait que le feu, la fumée et le son de sa propre voix appelant à travers le voile. La peur de Ruth, le nœud froid qui avait vécu dans son estomac pendant des années, s'était complètement sublimé, consumé par le feu étrange qu'elle avait créé. À sa place se trouvait un état de concentration extatique, une clarté si profonde qu'elle en était presque douloureuse. Elle ressentit un lien puissant et indéniable avec son père. Ces histoires n'étaient plus de simples souvenirs, mais une carte vivante se déroulant devant elle. Elle sentit la présence de ses ancêtres et des siens. Un grand nuage de témoins se tenant juste au-delà du voile de fumée, leur force se déversant en elle. La fumée ne l'étouffait pas. Elle la décomposait. Elle pouvait la sentir dissoudre la réalité physique de sa servitude, desserrer les liens de chair et d'os qu'il avait attachés à cette vie de douleur. Son introspection n'était plus celle du chagrin ou du désespoir, mais d'une libération glorieuse. Elle se dépouillait d'une vie d'oppression, d'humiliation, de travail éreintant, de peur constante et rongeante, la rejetant comme une lourde et sale cape qu'elle avait été forcée de porter pendant bien trop longtemps. La caméra de l'esprit se concentre sur son visage, ses yeux fermés, son expression de transport serein alors que la fumée argentée chatoyante l'enveloppe complètement. Le chant rythmique qui avait rempli la petite pièce s'adoucit, les mots se fondant jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule note résonante et soutenue. C'était un son qui semblait être la racine de toute musique, une vibration qui s'harmonisait avec le tissu même de l'univers. Pendant un instant brillant et impossible, le feu au centre de la spirale s'embrasa, projetant l'intérieur du fumoir dans un éclair silencieux et aveuglant de pure lumière blanche. Puis, en un instant, il disparut. Le feu, la lumière, le son, tout disparut, plongeant la pièce dans une obscurité plus absolue que la nuit et un silence plus profond que la mort. La scène change. Le noir oppressant a cédé la place à la douce lumière grise du petit matin. La rosée s'accroche à chaque brin d'herbe, scintillant comme un million de minuscules diamants. Hattie, la vieille femme dont les yeux avaient trop vu pour être surprise par quoi que ce soit, fut la première à s'agiter. Ses os lui faisaient mal, mais sa routine était aussi immuable que le lever du soleil. En sortant de sa cabane, son regard fut immédiatement attiré par le fumoir. Il se tenait silencieux et immobile contre le ciel de l'aube. La cheminée était froide. Il n'y avait pas de filet de fumée, aucun signe de vie. Une peur instinctive profonde, une terreur froide qui n'avait rien à voir avec le froid matinal la saisit. Elle marcha lentement vers lui,
ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur la terre humide. Elle atteignit la porte et posa sa main sur le bois rugueux. Elle poussa. Elle ne bougea pas. Elle essaya le loquet, ses doigts noueux tâtonnant le mécanisme. C'était inutile. La porte était barrée de l'intérieur. Hattie recula. Son visage était un masque de crainte et de terreur. Elle savait. Elle ne savait pas comment, mais elle savait ce que cela signifiait. Une vie passée à écouter des murmures, à se souvenir des anciennes coutumes, à voir l'invisible l'avait préparée à ce moment. Elle se détourna de la porte impossible, son mouvement soudainement urgent. Elle se dépêcha vers la cabane du contremaître, son cœur battant à un rythme frénétique contre ses côtes, sa voix tremblant alors qu'elle se préparait à donner l'alarme qui allait briser la paix du matin. L'alarme de Hattie n'était pas un cri, mais un appel bas et urgent qui traversa la brume matinale avec plus de force que n'importe quel hurlement. Il tira Finch d'un sommeil léger et agité. Il sortit de sa cabane, son agacement visible sur son visage. Pensant seulement que Ruth avait finalement abandonné sa stupide cascade, son estomac gargouillant et son esprit brisé par une nuit dans le noir, il attrapa un lourd maillet en fer qui était appuyé contre son mur, son manche usé et lisse par l'usage, sa tête conçue pour briser les choses qui refusaient de céder. Alors qu'il se dirigeait vers le fumoir, une petite foule d'esclaves commença à se rassembler à distance, leur visage un mélange de peur profonde et ancrée et d'une curiosité morbide électrique. Ils étaient attirés par le drame qui se déroulait comme des papillons de nuit par une flamme, sachant que toute perturbation de l'ordre brutal de la plantation pouvait se terminer en tragédie. Pourtant incapable de détourner le regard, Jacob était tout au premier rang de l'assemblée silencieuse. Une petite silhouette tremblante enveloppée dans le froid du matin. Ses yeux fixés sur le bâtiment sombre et silencieux qui avait avalé sa sœur. C'est alors qu'Elias sortit de la maison principale, son visage bouffi et taché par la colère de la nuit précédente, ses beaux vêtements froissés. La vue de la porte toujours barrée raviva sa fureur. « Ouvre cette porte, Finch, ordonna-t-il, sa voix rauque et grinçante. Je vais lui donner une leçon de défi qu'elle n'oubliera jamais. » Finch souleva le maillet, son poids familier et rassurant dans ses mains. C'était un homme qui résolvait les problèmes par la force, et c'était un problème qu'il comprenait. Il balança le lourd outil, les muscles de son dos et de ses épaules se contractant et se relâchant. Le premier coup frappa la lourde porte en chêne avec un craquement assourdissant qui fit sursauter la foule rassemblée comme un seul homme. La porte trembla dans son cadre, mais la barre tint bon. Le deuxième coup fut plus fort, alimenté par une irritation croissante. Il atterrit juste à côté de la serrure en fer, et le bois autour se fendit. Des blessures blanches apparaissant sur la surface sombre et patinée. Pour le troisième coup, Finch mit toute sa force. Le maillet frappa avec la force d'un coup de tonnerre, et la épaisse barre transversale en bois à l'intérieur se brisa avec un claquement sec et final. La porte gémit et s'ouvrit de quelques centimètres, basculant vers l'intérieur dans la pénombre. Une vague d'air froid et vicié les submergea. Une exhalation d'une taube. Ça sentait la vieille cendre, la terre humide et cette même étrange odeur électrique de la nuit précédente, l'odeur d'un orage qui était passé. Finch, son souffle se condensant dans le froid, entra, ses yeux luttant pour s'adapter à l'obscurité. Il fit 2 pas puis s'arrêta net. Le maillet suspendu, oublié dans sa main. La pièce était vide. Son regard balaya le petit espace, observant le tas de cendres grises et froides dans le foyer central, le bois soigneusement disposé mais entièrement non brûlé sur les bords extérieurs de la spirale. Ses yeux tombèrent sur le sol. Il vit les empreintes de pas. « Au nom de Dieu » murmura-t-il. Les mots une bouffée de vapeur blanche dans l'air froid. Elias, sa patience à bout, le bouscula brutalement, sa rage se transformant instantanément en une confusion balbutiante. « Où est-elle » demanda-t-il, ses yeux balayant sauvagement l'espace vide. Se cache-t-elle dans les combles? A-t-elle grimpé par la cheminée? Il leva les yeux vers la suie sombre. Le conduit noirci comme s'il s'attendait à la voir le regarder d'en haut. Leur incrédulité luttait avec les preuves impossibles devant eux. Finch s'agenouilla, ses doigts rugueux traçant l'air juste au-dessus d'une des empreintes, de pas dans la terre. C'était clairement celle de Ruth. La taille et la forme lui étaient familières pour les avoir vues sur une centaine de chemins boueux et de champs poussiéreux. Lui et Elias commencèrent à suivre le motif, leurs bottes éraflant les bords des anneaux extérieurs. Ils suivirent la spirale parfaite alors qu'elle s'enroulait vers les cendres froides, et ils le virent, le détail qui leur fit dresser les poils sur les bras. Les empreintes de pas devenaient progressivement moins profondes, moins définies à chaque rotation. Les premières empreintes étaient profondes et claires, la marque du poids total d'une femme. Mais alors qu'elles se rapprochaient du centre, elles semblaient s'estomper, comme si la personne qui les faisait devenait plus légère, devenait moins substantielle, son lien avec la terre se dissolvant à chaque pas. La piste se terminait brusquement, non pas par une éraflure ou un saut, mais par une dernière impression faible qui était à peine un murmure dans la terre. Elle s'arrêtait au bord d'une petite parcelle de terre circulaire,
d'environ 2 pieds de diamètre. Le sol ici était différent. Il était noir, dur et craquelé comme de la vieille poterie, comme s'il avait été frappé par un éclair venu d'un ciel sans nuages. Il était totalement stérile. Il n'y avait aucune trace menant au-delà, aucun signe de lutte, aucune indication que la porte avait été ouverte et fermée. Les empreintes de pas s'arrêtaient simplement, comme si la femme qui les avait faites avait été soulevée directement vers les cieux, ou était descendue dans la terre elle-même. L'agitation avait attiré le propriétaire de la plantation, un homme corpulent et sévère nommé Alistair Wallace, de son petit déjeuner. Il arriva, le visage à masque de fureur froide, sa présence jetant un froid sur la scène déjà tendue. Il ne voyait pas de mystère. Il voyait un complot, un affront à son autorité absolue. « C'est un tour » gronda-t-il, sa voix habituée à une obéissance instantanée. Elle a eu de l'aide. Quelqu'un a creusé un tunnel. C'est une moquerie de ma maison. Il pointa un doigt vers le sol. Faish, prends des hommes. Je veux que tout le sol de ce fumoir soit retourné. Nous trouverons comment elle a fait ça. Plusieurs hommes furent convoqués, et ils passèrent la matinée dans l'espace sinistre et claustrophobe, leurs pelles mordant dans la terre tassée. Ils creusèrent avec une détermination sombre, leur sueur se mêlant à l'air froid et étrange. Ils ne trouvèrent rien. Il n'y avait pas de tunnel. Il n'y avait pas de chambre cachée. Ils ne trouvèrent que l'argile dense et tassée de Virginie, emmêlée de racines et de pierres. Le sol sous la parcelle brûlée n'était pas différent du reste. Alors que le tas de terre excavé grandissait devant la porte du fumoir, l'impossibilité de la situation commença à poindre pour tout le monde. Une terreur lente et rampante qui était bien plus troublante que n'importe quelle simple évasion. Au plus fort de l'agitation, alors qu'Alistair Wallace hurlait des ordres et que les pelles raclaient contre la terre dure, Jacob s'éclipsa de la foule. Son petit corps se déplaçait avec une furtivité née d'une vie passée à éviter d'être remarqué. Son cœur était un tambour frénétique contre ses côtes. Mais un étrange nouveau but guidait ses pas. Il fit le tour du fumoir, restant dans les hautes herbes, ses yeux scrutant le sol. Il ne savait pas ce qu'il cherchait, seulement qu'il devait y avoir quelque chose, un signe, un message laissé juste pour lui. Et puis il le vit, près du mur du fond, à moitié caché dans l'herbe humide où la rosée du matin s'accrochait encore, se trouvait une petite forme sombre. Il s'approcha à pas de loup. C'était l'oiseau en bois, tombé de son cordon de cuir, couché sur le côté comme s'il dormait. Il le ramassa, sa petite main se refermant sur le bois lisse et familier. Il semblait chaud, non pas seulement de la chaleur résiduelle du soleil du matin, mais d'une chaleur profonde et pulsante, comme s'il contenait un minuscule cœur battant à l'intérieur. Une vague de compréhension, profonde et sans mots, le submergea. Ce n'était pas un accident. C'était un message. C'était un secret qu'il devait garder enfermé dans son propre cœur. Alistair Wallace, le visage de plus en plus rouge à chaque démenti, commença à interroger les esclaves un par un. Il les menaça du fouet, du billot, de toutes les horreurs qu'ils pouvaient imaginer, mais leurs visages restèrent des masques d'ignorance vide. Ils nièrent tous avoir connaissance du plan de Ruth. Leurs yeux écarquillés d'une peur et d'une confusion convaincante, dans la plupart des cas, authentiques. Quand il arriva enfin à Hattie, elle ne scia pas devant son regard furieux. Elle se tenait devant lui, son petit corps frêle possédant une dignité inébranlable. Elle le regarda droit dans les yeux, et son propre regard ne contenait aucune peur, seulement une sagesse profonde et ancienne qu'il ne pouvait comprendre. Certaines personnes ne sont pas faites pour être en cage, Maître Wallace, dit-elle, sa voix calme mais claire comme une cloche. Certaines âmes connaissent le chemin du retour. Ces paroles énigmatiques l'exaspérèrent. C'était comme une moquerie, une confirmation du complot qu'il ne pouvait prouver. Il la congédia avec une malédiction, mais il ne put rien obtenir de plus d'elle. Plus tard dans la journée, Hattie trouva Jacob pleurant silencieusement derrière l'une des cabanes, son petit corps secoué de sanglots qu'il essayait de réprimer. Il serrait l'oiseau en bois si fort que ses jointures étaient blanches. Elle posa une main douce et ridée sur son épaule. « Ne pleure pas pour elle, enfant, » murmura-t-elle, sa voix un baume doux et réconfortant. « Ta sœur n'est pas partie. Elle a juste traversé. Elle est libre maintenant, d'une manière qu'ils ne pourront jamais toucher. » Au fil de la journée, l'atmosphère sur la plantation Wallace subit une transformation étrange et profonde. La colère et la fureur initiale des habitants blancs commencèrent à se transformer en une terreur superstitieuse rampante. C'étaient des gens d'un monde rigide et ordonné, et les événements inexplicables dans le fumoir avaient brisé cet ordre. Le mystère du feu froid, de la porte barrée de l'intérieur et des empreintes de pas qui ne menaient nulle part devinrent le fait central et inexplicable de leur vie. Pour les esclaves, cependant, le sentiment était entièrement différent. C'était un miracle terrifiant et exaltant. Dans les champs, ils s'échangeaient des regards, une nouvelle lumière dans les yeux. Ils virent la perplexité et la peur sur les visages de leurs maîtres.
La façon dont Finch fixait ses propres mains comme si elle l'avait trahi. La façon dont Elias sursautait aux ombres. La façon dont Alistair Wallace arpentait sa véranda, son autorité soudainement fragile. Et dans la peur de leur maître, ils goûtèrent une petite gorgée enivrante de pouvoir. Le fumoir n'était plus seulement un bâtiment pour fumer la viande. Il était devenu un monument, un point d'interrogation gravé au cœur de la plantation, un symbole d'un pouvoir que leurs oppresseurs ne pouvaient comprendre et donc ne pouvaient contrôler. L'ordre rigide de la plantation avait été brisé, non pas par une rébellion de muscles et d'acier, mais par un acte silencieux de défi impossible. Les jours qui suivirent la découverte impossible furent un tourbillon de chaos organisé et d'hystérie latente. Maître Wallace, un homme qui croyait que le monde fonctionnait selon les principes de la propriété, du travail et de la punition, refusait d'accepter l'impossible. Il ne voyait pas la disparition de Ruth comme un mystère, mais comme une insurrection d'une seule personne, une insulte profonde et personnelle à son autorité. Il organisa une vaste équipe de recherche, retirant des hommes des champs et enrôlant des voisins intrigués par l'histoire bizarre et avide de distraction. Des hommes à cheval, le visage sombre, se déployèrent à travers le paysage vallonné de Virginie, leurs selles en cuir grinçant dans un chœur rythmique de futilité. Ils parcoururent les bois denses et humides sur des kilomètres dans toutes les directions, leurs appels résonnant à travers les arbres. Ruth Ellis. Le nom, qui avait autrefois été une convocation, devint maintenant une question jetée dans une nature sauvage indifférente. Ils peignèrent les rives boueuses de la rivière voisine, à la recherche d'un corps ou d'un signe de traversée. Ils envoyèrent des messages aux plantations voisines décrivant la fugitive, bien que la description se terminait toujours par un récit confus et abrégé des circonstances, ce qui ne servit qu'à approfondir le mythe. Les chiens, habituellement l'outil le plus redouté et le plus implacable de l'arsenal du chasseur d'esclaves, étaient étrangement inutiles. Finch amena les meilleurs pisteurs, des chiens maigres aux yeux mélancoliques, et on est capable de suivre une piste vieille d'un jour à travers un marécage. Mais près du fumoir, ils devinrent des choses confuses et agitées. Ils gémissaient, la queue basse entre les jambes, et refusaient de prendre une piste. Ils tournaient autour du petit bâtiment sombre, le nez au sol, reniflant l'air avec un sentiment palpable de détresse avant de reculer, le poil hérissé. C'était comme si le sol même autour du fumoir était un vide, un endroit où le passé avait été effacé. Finch les regardait, un effroi de malaise se serrant dans son ventre. Il avait vu des chiens traquer des hommes dans des conditions infernales, mais il ne les avait jamais vus réagir avec une telle peur primale. La recherche ne donna rien. Pas une seule empreinte de pas dans la terre meuble au-delà des environs immédiats des quartiers. Pas un morceau de tissu, déchiré accroché à une rosse. Pas une seule trace solitaire de Ruth Ellis au-delà de la porte qu'elle avait elle-même barrée. Des jours plus tard, Finch se tenait devant Alistair Wallace sur la véranda de la maison principale, son chapeau à la main, son visage un masque sinistre d'échec. « C'est inutile, monsieur, » dit-il, sa voix basse et rauque. « Nous avons fouillé chaque centimètre de ce comté et du suivant. Il n'y a pas de piste. Ce n'est pas naturel. C'est comme si elle s'était évaporée. » Wallace, le visage de la couleur d'une prune mûre, les bajoux tremblantes de rage, ne voulait pas entendre parler de choses qui n'étaient pas naturelles. Il voulait des résultats. Il voulait que sa propriété lui soit rendue. Il voulait que l'ordre de son monde soit restauré. Il jeta le verre de whisky en cristal qu'il tenait contre le mur blanchi à la chaux de la maison, où il se brisa avec un bruit de coup de feu. Le liquide ambré coula le long du mur comme des larmes. « Trouvez-la, rugit-il, de la salive volant de ses lèvres. Je me fiche de comment. Ou par Dieu, je trouverai un contremaître qui le peut. » Mais les deux hommes savaient que la menace était vaine. Aucun contremaître ne pouvait trouver un fantôme. Pendant que les maîtres fouillaient le monde physique, l'histoire de la disparition de Ruth se répandit à travers un réseau différent et plus puissant. Elle voyagea sur les lèvres des esclaves, un courant de crainte murmuré qui se déplaçait plus vite que n'importe quel cheval. Elle fut transmise de l'un à l'autre lors de réunions secrètes au cœur de la nuit, dans les brefs moments de travail partagés dans les champs, et à travers les paroles codées et mélancoliques des chansons qu'ils chantaient en peinant sous le soleil. L'histoire devint une puissante pièce de tradition orale, un mythe moderne né dans le creuset de leur souffrance. Les détails étaient répétés avec une révérence sacrée. Chaque récit renforçant le miracle. La porte barrée de l'intérieur. Le feu froid comme une tombe. Les empreintes de pas spiralant vers le néant. En la racontant, l'histoire grandit, embellie non pas de mensonges, mais de la poésie d'un peuple désespéré de magie. Certains dirent que la fumée qui s'élevait de la cheminée cette nuit-là n'était pas de la fumée du tout, mais un grand oiseau d'argent, un aigle ou un faucon qui s'était abattu, avait enveloppé Ruth dans ses ailes et l'avait emporté dans les étoiles. D'autres murmurèrent que le sol lui-même, la terre même de Virginie qui les avait tenus en esclavage si longtemps, avait reconnu l'un des siens, s'était ouvert et lui avait offert un chemin secret vers la liberté,
Un tunnel non pas de terre mais d'esprit. La phrase « Elle n'a pas fui, elle a disparu » devint un puissant mantra d'espoir, une déclaration qu'il existait des formes d'évasion hors de portée des chiens et des hommes, une liberté de l'âme qui ne pouvait être enchaînée. L'impact psychologique de l'événement s'installa sur la plantation comme un brouillard permanent et bas qui affecta tout le monde. Mais personne plus qu'Elias. La disparition brisa son fragile sentiment de domination, le cœur de son identité. Il était hanté par la dernière image qu'il avait de Ruth. Son expression sereine, presque vide, alors qu'elle se dirigeait vers le fumoir. C'était un regard qu'il comprenait maintenant non pas comme une soumission mais comme un pouvoir terrifiant et inconnaissable. Son monde, autrefois une simple hiérarchie avec lui près du sommet, était devenu un lieu d'ombre et de secret. Il devint paranoïaque, voyant le défi et le complot dans chaque regard détourné, dans chaque conversation chuchotée. Il était convaincu qu'ils se moquaient tous de lui, qu'ils connaissaient tous le secret de la façon dont elle avait fait et se moquaient de son impuissance. Sa cruauté, autrefois désinvolte et pleine de suffisance, devint vicieuse et imprévisible. Il fouetta un homme pour l'avoir mal regardé, sa rage une chose sauvage et désordonnée. Il passait ses nuits à boire abondamment. Le whisky n'était plus une diversion agréable, mais un médicament désespéré pour calmer les cris dans son propre esprit. Souvent, au cœur de la nuit, il sortait de la maison principale, une bouteille pendant de sa main, et fixait simplement le fumoir sombre et silencieux, un monument à son humiliation. Il se tenait là, trapu et immobile, gardant son secret, se moquant de lui par sa seule existence. Faish, un homme de logique et de force brute, un homme qui ne croyait qu'en ce qu'il pouvait voir, touché et brisé, était aussi profondément troublé. La scène dans le fumoir se rejouait sans cesse dans son esprit. Une énigme sans solution. Il ne pouvait pas concilier les faits physiques. La barre sur la porte, les cendres froides, les empreintes de pas qui se terminaient. Cela violait les lois fondamentales du monde tel qu'il le comprenait. Dans les jours et les semaines qui suivirent, il se retrouva à retourner secrètement au fumoir. Généralement au crépuscule ou à l'aube, lorsqu'il était peu probable d'être vu. Il passait ses mains calleuses sur la parcelle de terre brûlée, sentant sa texture étrange et dure, grattant avec ses ongles, cherchant une source cachée, une pierre lâche et toute explication rationnelle. Il ne trouva rien. Le manque de réponse, l'impossibilité pure et obstinée de tout cela, commença à ronger les fondements de sa certitude. Cela planta une graine de doute, non seulement sur Ruth, mais sur la nature même du monde qu'il pensait connaître. Un monde de maîtres et d'esclaves, de fouets et de chaînes. Un monde qu'il n'avait jamais eu de raison de remettre en question auparavant. Pour Jacob, l'événement fut une transformation douloureuse et sacrée. Il chérissait le petit oiseau en bois, le gardant caché dans une petite pochette en tissu qu'il portait attachée à sa taille. C'était son seul lien tangible avec sa sœur. Un point de mire pour son chagrin et sa compréhension naissante. Il écoutait avec une nouvelle intensité désespérée alors que Hattie, voyant le poids du secret sur ses jeunes épaules, commença à lui raconter plus d'histoires anciennes, celles que son père lui avait racontées, celles qui avaient été transmises à travers la longue et sombre nuit de la captivité de leur peuple. Il apprit le pouvoir des vrais noms, se donner par l'esprit, pas par le maître. Il apprit l'intention, comment une volonté concentrée pouvait plier le monde de petites manières invisibles. Il apprit l'existence du monde qui se trouvait juste au-delà du voile des sources. Un monde d'esprit et d'ancêtres qui ne les avait pas oubliés. Le souvenir de sa sœur, une perte vive et douloureuse, commença lentement à se transformer en un devoir sacré. Il devint le gardien silencieux de la véritable histoire. Il comprit avec une sagesse bien au-delà de ses années que la légende de l'oiseau d'argent et de la terre qui s'ouvre était pour tout le monde, un bouclier et un champ pour la communauté. Mais la vérité de sa résolution tranquille et inflexible, l'histoire d'une femme qui choisit de se défaire plutôt que d'être brisée, c'était à lui seul de la protéger. Il gardait le secret dans son cœur, un seul charbon ardent qui le réchauffait et le brûlait de sa lumière terrible et magnifique. C'était la naissance de la légende. L'histoire de Ruth Elise devint une forme de résistance spirituelle, un récit de pouvoir qui pouvait être brandi dans un endroit où tout autre pouvoir avait été enlevé. Elle donna à la communauté asservie un héros qui n'était pas un guerrier, un miracle qui n'était pas dans un livre saint et un sentiment d'action que leur maître ne pouvait pas toucher, ne pouvait pas fouetter et ne pouvait pas vendre. La peur et la confusion qui tourmentaient maintenant les habitants blancs de la plantation Wallace contrastaient de manière saisissante et satisfaisante avec le sentiment croissant d'émerveillement et d'autonomisation qui vacillait dans les quartiers des esclaves. Le fumoir n'était plus seulement un bâtiment. C'était un symbole. C'était un lieu de pouvoir. C'était une promesse murmurée dans l'obscurité que les murs de leur prison n'étaient pas aussi solides qu'ils le paraissaient. Des années passèrent, s'écoulant comme la rivière lente et boueuse qui bordait la plantation. Chacune sculptant un peu plus profondément le paysage de leur vie. Le récit fait un bond en avant, atterrissant à la fin des années 1850,
Une époque où l'air même de la Virginie semblait crépiter de la tension d'un orage imminent. Les murmures de guerre se faisaient de plus en plus forts, un tambourinement lointain que l'on ressentait plus qu'on ne l'entendait. Sur la plantation Wallace, la décadence n'était plus seulement une tâche morale. C'était une réalité physique. Maître Alistair Wallace était mort des années auparavant. Sa fureur froide finalement réduite au silence par une affection soudaine du cœur, laissant son héritage ruineux à son fils, Elias. Maintenant un homme dans la fin de la trentaine, il dirigeait la plantation, ou plutôt la menait à sa perte. C'était un homme vidé par la boisson et hanté par un fantôme qu'il ne pouvait jamais attraper. Les champs de la plantation produisaient moins chaque année. Les clôtures s'affaissaient et la peinture de la maison principale s'écaillait comme une peau brûlée par le soleil. La cruauté d'Elias, cependant, n'avait pas diminué. Elle n'avait fait que devenir plus désespérée et erratique à mesure que ses dettes s'accumulaient. Et le fumoir, l'épicentre de la légende, était toujours là. Il était maintenant abandonné, patiné d'un gris argenté, ses lignes de toit affaissées et ses murs étouffés par une épaisse couverture de lierre. Il était devenu un objet de superstition puissante pour tout le monde, noir et blanc. On racontait aux enfants blancs qu'il était hanté par le fantôme d'un fugitif, une histoire destinée à les tenir à l'écart de sa structure en ruine. Pour la communauté asservie, il était traité comme un monument sacré et silencieux. Personne ne s'en approchait sans raison, mais il n'était jamais vraiment ignoré. Parfois, une petite offrande subtile apparaissait près de sa porte. Une pierre de rivière à la forme unique, une fleur sauvage cueillie à la lisière des bois, une petite plume laissée non pas en adoration, mais en souvenir. C'était un lieu de pouvoir, un lieu qui détenait une question qui n'avait jamais été répondue. Jacob n'était plus un garçon effrayé serrant un secret. C'était un homme au début de la vingtaine, grand et fort, avec une sagesse calme et constante dans les yeux qui rappelaient au plus âgé sa sœur Ruth. Les années l'avaient façonné. Les enseignements de Hattie l'avaient formé, et le souvenir de sa sœur l'avait forgé. Il était devenu un leader, non pas par une rébellion ouverte ou des discours enflammés, mais par sa capacité à organiser, à écouter et à insuffler un sentiment d'espoir là où il n'y en avait pas. Il se déplaçait avec une confiance tranquille qui n'était pas de l'arrogance, mais la force profonde et enracinée d'un homme qui connaissait sa propre valeur, une connaissance qui avait été le dernier et le plus précieux cadeau de sa sœur. Il portait toujours le petit oiseau en bois avec lui. Non plus sur un cordon autour de son cou, mais rangé en toute sécurité dans une petite pochette à sa ceinture. Le bois était maintenant sombre et poli jusqu'à un éclat doux par des années de manipulation constante et réfléchie. Il avait pris les leçons de Hattie à cœur, comprenant que la légende de sa sœur était un outil, une arme de l'esprit qui pouvait être utilisée dans la guerre qu'ils menaient tous. Un soir, lors d'une réunion secrète derrière les cabanes, à l'abri de la maison principale par un bouquet de grands pins, Jacob rencontra quelques autres hommes de confiance. L'air était épais de désespoir. Elias, dans une rage ivre à la suite d'une offense perçue, avait vendu la femme d'un homme à un marchand de passage. La séparation aussi soudaine et brutale qu'un coup de foudre. La communauté était sous le choc. L'un des hommes, un solide ouvrier agricole nommé Moïse, dont le visage était gravé d'une colère lasse, cracha par terre. « On ne peut pas lui échapper, » dit-il, sa voix un grognement bas et défait. « C'est le diable lui-même. Il nous éliminera un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. » Les autres hommes murmurèrent leur accord, les épaules affaissées. Jacob attendit qu'ils aient fini, son regard ferme. Il plongea la main dans sa pochette, et ses doigts se refermèrent sur la forme lisse et familière de l'oiseau. Ruth s'est échappée, dit-il doucement, sa voix tranchant à travers le désespoir. Les hommes se tirent, le regardant. Elle nous a montré le chemin, poursuivit Jacob, sa voix gagnant en force. Les murs de cet endroit, les fouets, les chaînes, ils ne sont pas aussi solides qu'ils en ont l'air. Elle a trouvé une porte là, où il n'y en avait pas. Il ne parlait pas de magie, et il le savait. Il parlait de volonté, d'un refus d'être brisé qui était si puissant qu'il avait plié la réalité elle-même. La nouvelle menace imminente arriva par un après-midi humide sous la forme d'un homme aux yeux froids et morts, et un costume trop beau pour les routes poussiéreuses qu'il parcourait. C'était un marchand d'esclaves, un pourvoyeur de misère humaine. Il rencontra Elias sur la véranda de la maison principale. La communauté observait de loin, une terreur froide s'installant sur eux. Ils pouvaient entendre le murmure de leur voix, le tintement des verres alors qu'Elias versait du whisky à l'homme. Elias, désespéré de payer les dettes de jeu qui menaçaient de le consumer entièrement, passait à marcher. Le marchand était spécialisé dans l'acquisition de main-d'œuvre pour les tristement célèbres plantations de coton du Grand Sud. Des endroits d'où personne, pas une seule âme, n'avait jamais plus donné de nouvelles. C'était une condamnation à mort, une descente dans un enfer encore pire que celui qu'ils enduraient actuellement. La nouvelle se répandit dans les quartiers, non pas comme un feu, mais comme un gel, glaçant tous les cœurs.
Le marchand avait acheté un lot de 10 personnes. Musique, la liste des noms était une litanie de désespoir. Moïse et son fils aîné, un jeune couple qui venait de se marier, une vieille femme appréciée pour sa connaissance des herbes, et 4 autres solides ouvriers agricoles. Les derniers noms sur la liste étaient Jacob, sa femme Sarah et leur fille de 2 ans, Rose. Cette nuit-là, Jacob se tenait devant le fumoir abandonné. La lune était un mince croissant d'argent projetant de longues ombres squelettiques sur le sol. L'air était calme et lourd, épais du parfum de la nuit, du jasmin en fleurs et de la faible odeur omniprésente de la fumée de bois des quartiers. Il ne priait pas pour un miracle. Il ne demandait pas à l'esprit de sa sœur d'ouvrir la terre pour lui. Il puisait sa force dans son souvenir, dans la puissance pure et non frelatée de sa volonté. Il se tenait sur le sol où elle s'était tenue pour la dernière fois, et il comprit enfin complètement. L'acte de Ruth n'était pas une question de magie, pas de la manière dont les histoires le racontaient. C'était une question de choix. Il s'agissait de regarder une situation impossible, un monde conçu pour l'écraser, et de refuser d'accepter les termes. Elle avait choisi de s'effacer de leur monde plutôt que de s'y soumettre. Son défi était absolu. Lui, Jacob, ne serait pas vendu. Il ne laisserait pas sa femme être brutalisée et sa fille naître dans l'enfer vivant d'une plantation de coton du Mississippi. Il honorerait l'héritage de sa sœur, non pas en disparaissant dans le mythe, mais en courant vers la promesse incertaine de la liberté. Il prendrait sa victoire spirituelle et la traduirait en une victoire physique. La légende du fumoir hanté, la chose même qui en avait fait un lieu de peur et d'évitement, fournissait maintenant la couverture parfaite. La nuit suivante, Jacob rassembla les 9 autres qui devaient être vendus. Ils ne se rencontrèrent pas derrière les cabanes, mais à l'intérieur même du fumoir. Ils durent forcer la porte étouffée par le lierre, son bois gonflé et tendre de pourriture. À l'intérieur, c'était une tombe de poussière et de silos. L'air était épais de l'odeur de la décomposition et de la pourriture sèche. Mais en dessous de tout cela, Jacob pouvait encore le sentir. La faible odeur persistante de pain, d'herbe et d'ozone. Le clair de lune filtrait à travers les trous du toit, illuminant un espace rempli de toiles d'araignée aussi épaisses que du coton et des débris de 2 décennies de négligence. Mais la spirale d'empreintes de pas avait disparu, effacée depuis longtemps par le temps, les intempéries et les fouilles que Wallace avait ordonnées. Seule la petite parcelle circulaire de terre brûlée restait au centre du sol. Une cicatrice sombre et stérile qu'aucune mauvaise herbe, ni aucun brin d'herbe n'avait jamais osé traverser. Il se tenait autour, un petit cercle désespéré de personnes, leurs visages pâles et sombres au clair de lune. « Ici, » dit Jacob, sa voix un murmure bas qui fut avalé par le silence oppressant. « C'est ici que nous allons planifier. C'est ici que nous cacherons ce dont nous avons besoin. Ils craignent cet endroit. Ils ne nous suivront pas ici. » Ils utilisèrent la peur qui avait été une arme contre eux et la transformèrent en bouclier. Au cours de la semaine suivante, ils commencèrent à rassembler secrètement des provisions. Un peu de nourriture supplémentaire, une poignée de semoule de maïs, un morceau de viande séchée volé dans les cuisines et le fumoir, une couverture usée, une petite marmite, un couteau bien aiguisé. Chaque article fut introduit clandestinement un par un dans l'intérieur poussiéreux et silencieux du vieux fumoir, caché sous des tas de bois pourris et de feuilles en décomposition. Le ton sur la plantation passa d'un désespoir maussade à une action secrète, tendue et urgente. L'héritage de Ruth n'était plus seulement une histoire réconfortante murmurée au coin du feu. C'était un catalyseur direct pour un nouvel acte de rébellion audacieux. Le poids de la responsabilité sur Jacob était immense. Il ne se sauvait pas seulement lui-même, sa femme et son enfant. Il portait le flambeau du défi de sa sœur, ranimant ses braises en une flamme. Il était le gardien de son histoire, et maintenant il devait en écrire le prochain chapitre. La tension était un fil fin étendu jusqu'à son point de rupture. La date de la vente, le jour où le marchand reviendrait chercher sa propriété, approchait avec l'effroi inexorable d'une exécution imminente. C'était une course contre la montre, un pari désespéré planifié au cœur d'une légende, une fuite vers la liberté commençant à l'endroit même où sa sœur avait trouvé la sienne. La nuit choisie pour l'évasion était un cadeau d'un dieu vengeur. Une toile sans lune et orageuse, parfaite pour disparaître. Le vent, une chose sauvage et furieuse, hurlait à travers les pins, arrachant les toits des cabanes et fouettant la pluie en nappes horizontales qui piquaient la peau comme du gravier projeté. C'était une nuit qui poussait les gens sensés à l'intérieur. Une nuit pour se blottir près du feu, pas pour s'aventurer dans l'obscurité rugissante. C'était la couverture pour laquelle Jacob avait prié. Son plan, assemblé à partir des murmures fragmentés du chemin de fer clandestin, des connaissances durement acquises des fugitifs qui avaient été attrapés et renvoyés, et de sa propre étude intime du terrain, était méticuleux. La tempête était l'élément final et imprévisible, une couverture protectrice de chaos.
Le groupe de 10 se rassembla dans l'obscurité suffocante, derrière le fumoir abandonné. Leurs corps serrés les uns contre les autres pour la chaleur et le courage. Ils étaient des ombres parmi les ombres, leurs visages des masques sombres de détermination, illuminés seulement par les éclairs brefs et brillants qui déchiraient le ciel. Jacob serrait sa fille Rose contre sa poitrine. Son petit corps enveloppé dans une épaisse couverture, son visage enfoui dans son épaule pour étouffer tout son. Sa femme, Sarah, se tenait à côté de lui, sa main agrippant son bras, ses jointures blanches. Sa peur était une chose palpable. Mais en dessous se trouvait un noyau d'acier qui correspondait au sien. Moïse était là, son visage un nuage d'orage de résolution, ses grandes mains serrées en poids. Le jeune couple se blottissait l'un contre l'autre, leurs yeux écarquillés de terreur et d'espoir. Chaque personne était un univers de peur. Mais ensemble ils formaient une petite constellation de défis. Le bruit du vent était un rugissement assourdissant, la pluie tambourinant sur le toit du fumoir un battement de cœur frénétique. L'obscurité était presque absolue, une cape terrifiante et bienvenue. Jacob donna le signal, un sifflement bas qui fut presque avalé par la tempête. Il était temps. Ils étaient sur le point de partir, de se fondre dans les bois et de commencer le long et périlleux voyage vers le nord quand le monde éclata de lumière. Des torchers, des dizaines, s'enflammèrent autour d'eux, leurs flammes huileuses crépitant et dansant sauvagement dans le vent et la pluie. Ils étaient encerclés. Elias, Finch et une demi-douzaine d'autres hommes sortirent de l'obscurité, leurs visages luisants de pluie et éclairés par la lumière vacillante et infernale. Ils formaient un cercle serré et menaçant, coupant toutes les voies de fuite. Derrière eux, blotti près d'Elias, se tenait un jeune ouvrier agricole nommé Samuel. Son visage était un masque de pure terreur. Il ne pouvait pas les regarder dans les yeux. La trahison fut un couteau froid et soudain dans le ventre. Elias, trompé et ressemblant plus à un fou qu'à un maître de plantation, fit un pas chancelant en avant. Il pointa un lourd pistolet, son long canon visant directement le cœur de Jacob. « Vous allez quelque part, mon garçon » ricana-t-il, sa voix un sifflement venimeux qui portait à peine par-dessus le vent. Il rit, un son aigu et fou. « Vous pensez que vous pouvez simplement disparaître? Vous pensez que vous êtes aussi malin qu'elle » Ses yeux, sauvages et injectés de sang, passèrent de Jacob à la forme sombre et silencieuse du fumoir. « Il n'y a pas de magie ici, » cracha-t-il, la pluie plaquant ses cheveux sur son crâne. Pas de occupe-occupe, pas d'esprit. Il n'y a que ça. Il arma le pistolet et le clic métallique sec fut anormalement fort. Un son qui traversa le rugissement de la tempête et sembla résonner dans le silence soudain et retentissant de leur cœur. Jacob ne s'y a pas. Il poussa doucement Sarah et Rose derrière lui, les protégeant de son propre corps. Il se tenait droit, non pas avec l'arrogance d'un homme en défiant un autre, mais avec un calme profond et inébranlable qui était un miroir parfait et glaçant de celui de sa sœur toutes ces années auparavant. La peur était là, un serpent froid s'enroulant dans son ventre, mais elle était enfermée par une volonté qui était plus ancienne et plus forte. Il plongea lentement la main dans la pochette à sa ceinture et en sortit le petit oiseau en bois usé. Il le leva dans sa paume ouverte, le bois sombre brillant à la lumière des torchers. « Ce n'est pas de la magie, maître Elias, » dit-il, sa voix claire et ferme. Un rocher dans le torrent de la tempête. Elias fixa l'oiseau, son expression folle vacillant une fraction de seconde, une lueur de confusion dans ses yeux. « C'est une promesse, » continua Jacob, sa voix s'élevant, remplie d'un pouvoir qui venait d'un endroit au-delà de la peur. La promesse que vous ne pouvez pas posséder une âme, que vous ne pouvez pas posséder un souvenir, et que vous ne pouvez pas posséder notre liberté. À cet instant précis, alors que le mot liberté quittait les lèvres de Jacob, un grand cri s'éleva de l'autre côté de la plantation. Une nouvelle lumière, plus brillante et plus terrible que les torchers, éclata contre le ciel sombre et orageux. Des flammes, affamées et oranges, jaillirent de la grange principale, s'élevant dans la nuit, dévorant le bois sec et le foin à l'intérieur. Hattie et les personnes âgées, celles qui étaient trop fragiles pour faire le voyage, avaient créé la diversion. Ils avaient sacrifié la richesse du maître pour la liberté de leur peuple. Un dernier acte de résistance collective et défiant. Toutes les têtes, y compris celle d'Elias et de ses hommes, se tournèrent instinctivement vers le spectacle magnifique et terrifiant du feu. La grange était le cœur de la richesse de la plantation, et elle était consumée dans un enfer rugissant. Dans cette fraction de seconde de distraction, Finch, un homme qui avait été tourmenté pendant 2 décennies par le souvenir impossible d'une femme qui avait disparu, et qui était depuis longtemps dégoûté par la cruauté pathétique et ivre de l'homme qu'il servait, fit un choix. Ce ne fut pas un grand geste héroïque. Ce fut un acte petit, presque imperceptible. Alors qu'Elias, hurlant de fureur, se retournait vers Jacob, son pistolet se relevant à nouveau. Finch, qui se tenait juste à côté de lui, fit un léger trébuchement maladroit. Son épaule bouscula le bras d'Elias juste au moment où son doigt se resserrait sur la détente.
Le pistolet tira avec un rugissement assourdissant, mais le coup partit de travers. La balle s'enfonça sans danger dans la boue à un pied de la gauche de Jacob. Il s'enfuit, cria Elias, se dépêchant de retrouver son équilibre et sa visée. Son visage un masque de pure rage impuissante. C'était la seule chance dont ils avaient besoin. C'était la seule chance qu'ils auraient. Maintenant, cria Jacob. Et le petit groupe de 10 ne courut pas. Ils se dissolurent. Ils se fondirent dans l'obscurité orageuse à la lisière des bois. Le vent hurlant et la pluie battante les avalant tout entiers. Faish, retrouvant son équilibre, se lança dans une poursuite sans conviction, criant dans le vent, ses pas délibérément, lents et maladroits. Ses cris se perdirent dans le rugissement du feu et la fureur de la tempête. Il avait finalement, à sa manière tranquille et compliquée, choisi un camp. Il ne les avait pas libérés, mais il leur avait permis de se libérer. La scène change. Les bruits de la tempête et du feu s'estompent, remplacés par le craquement silencieux de la neige et l'air vif et pur d'un hiver nordique. Des mois ont passé. Nous voyons Jacob, Sarah et une Rose emmitouflée arriver dans une colonie de Noirs libres et d'alliés abolitionnistes dans le Nord. Ils sont décharnés. Ils sont las, mais ils sont libres. L'histoire qu'ils racontent n'est pas seulement celle de leur propre évasion déchirante à travers les marécages et les forêts, mais aussi celle de la femme qui l'a inspirée. La tante et la sœur que leurs enfants ne connaîtraient jamais. La légende de Ruth et Lys était maintenant complète. Une histoire avec 2 parties distinctes et puissantes. La disparition magique qui avait brisé l'esprit du maître, et l'évasion pratique et désespérée qu'elle avait alimentée, qui avait brisé ses chaînes. Des années plus tard, la scène est d'une paix impossible. Un Jacob plus âgé, ses cheveux maintenant striés de gris, est assis dans un fauteuil confortable près d'un foyer chaud et crépitant. La pièce est remplie de la douce lumière d'une lampe à huile et des bruits calmes d'une famille à la maison. Ses enfants nés libres, leurs visages vifs et curieux, sont rassemblés à ses pieds. Il leur raconte l'histoire comme il l'a fait tant de fois auparavant. Sa voix remplie d'une profonde révérence et d'un amour constant. Il tend la main, et dans sa paume repose l'oiseau en bois usé, sa surface maintenant aussi sombre et lisse que de la pierre polie. Son nom était Ruth, dit-il, sa voix un grondement bas et doux comme un tonnerre d'été lointain. Elle n'a jamais tiré un coup de feu, jamais levé une épée, mais elle s'est battue avec un pouvoir qu'il ne pourrait jamais comprendre. Il regarde les visages de ses enfants puis les flammes dansantes dans la cheminée. Elle a disparu de leur monde, dit-il doucement, pour que nous puissions un jour marcher librement dans le nôtre. Alors qu'il fixe le feu, il imagine qu'il peut voir le visage de sa sœur dans la fumée tourbillonnante et les braises incandescentes. Ses yeux sont vifs, son expression est sereine, et sur ses lèvres, il y a le sourire calme et entendu d'une femme qui avait gagné. Le mystère de sa disparition n'a jamais été résolu par le monde qu'elle a laissé derrière elle. Mais sa signification pour ceux qui comptaient a été rendue magnifiquement et puissamment claire. Son acte de défi n'était pas une fin. C'était une graine plantée dans une petite parcelle de terre brûlée qui avait grandi pour devenir une forêt de liberté.